Le point suivant, c'est un peu plus subtil, ça concerne les foulards. Comme vous le savez, au début de chaque aventure, les candidats reçoivent un foulard qu'ils peuvent porter où ils veulent et qui correspond à la couleur de la tribu dans laquelle ils sont. Et ma question c'est, pourquoi, après la réunification, ils continuent à porter ces foulards? Alors vous allez me dire, ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de porter des foulards, ils les portent, il n'y a pas de règles qui interdisent ça, et ça montre leur attachement à leur ancienne équipe. Mais pour moi, toujours pareil, dans l'intérêt du jeu, en fait, il n'y a aucune raison de faire ça. En portant le foulard, vous montrez votre jeu aux autres. Vous montrez que vous êtes attaché à votre ancienne équipe. Donc, premier cas où c'est complètement catastrophique, c'est quand vous êtes en minorité et que vous essayez de jouer la carte de la tribu blanche. Oui, il n'y a plus de couleurs, j'essaye de m'intégrer. Là, c'est rare, mais ça s'est déjà vu, des candidats qui portent encore leur foulard d'origine alors qu'ils tiennent ce genre de discours. Je sais pas, peut-être que ça ne joue pas du tout, mais il n'empêche, quand tu dis il y a une tribu blanche, le premier truc que tu fais, c'est d'enlever ton foulard pour pas qu'on puisse. Tu enlèves le signe extérieur de cette tribu que tu veux absolument effacer, quoi, de cette répartition en tribus dont tu ne veux plus. Et même si vous jouez la carte du on reste entre rouge ou on reste entre jaune, c'est quoi l'intérêt que l'équipe en face le sache? Si vous êtes une équipe très soudée, tant mieux pour vous, et vous avez tout intérêt à ce que l'équipe en face ne soit pas au courant. Comme ça, vous avez de plus grandes chances pour qu'ils ne tentent rien pour se sauver, pour qu'ils se sentent en sécurité, pour qu'ils croient à cette tribu blanche, alors qu'en réalité, pas du tout, vous êtes resté dans votre couleur d'origine. Dans ce cas, pareil, vous avez tout intérêt à enlever votre foulard, comme ça, non, on est tous de la même couleur, et puis bien sûr, comme vous avez tissé des liens forts avec vos coéquipiers, tout le monde sait bien que vous n'allez pas voter l'un pour l'autre, et donc l'équipe en face, ils sont encore plus mal, parce qu'ils croient que la tribu blanche, c'est une réalité, alors qu'en fait, pas du tout. Bref, dans les deux cas, quelle que soit votre situation, à mon sens, il n'y a vraiment aucun intérêt à montrer son appartenance à une tribu après la réunification. Sixième question. Pourquoi ne pas mieux expliquer ces stratégies en facecam? Alors ça, c'est une question que j'ai déjà posée et j'ai eu des réponses en commentaire qui m'ont dit, voilà, c'est mieux de ne pas montrer qu'on est trop stratège parce que ça donne une certaine image de soi après au retour et c'est des gens qui vivront mieux la diffusion si jamais ils ont caché leur stratégie parce que, voilà, on le sait, les candidats sont soumis à une certaine pression à la diffusion. Pour moi, ça marche qu'à moitié comme explication parce que je pense qu'il y a certains qui effectivement attachent de l'importance à l'image qu'ils renvoient et vont être très affectés par les commentaires qu'ils vont pouvoir lire sur Internet, sur les gens qui peuvent être insultants envers eux, envers leur famille, qui peuvent même être menaçants. Donc ça, c'est quelque chose qui peut toucher un certain nombre de personnes et je comprends que certains aventuriers y fassent un peu attention. En revanche, je pense qu'il y a aussi des gens qui s'en foutent complètement de ce que les gens pensent d'eux. Je vois pas pourquoi ces personnes-là ne pourraient pas expliquer calmement, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mon but c'est de manipuler un tel pour pouvoir trahir un autre, et puis je fais ça parce que je veux me maintenir dans l'aventure, c'est mon but unique, gagner koh quoi. Je comprends pas en quoi c'est un problème. Après, il y a certains qui disent, oui, mais quel est son intérêt à faire ça? En fait, c'est vrai que montrer une telle stratégie à tout le monde, en théorie, vous avez qu'à y perdre. Vous pouvez ou ne pas en subir les conséquences si vous vous foutez de ce que les gens pensent de vous, ou alors, dans le pire des cas, voilà, vous être très affecté par les réactions qui pourront avoir lieu par la suite. Mais moi, je pense que être transparent dans les facecams, ça peut aussi être à l'honneur d'un candidat. Ça peut montrer qu'il avait tout prévu, qu'il a fait en sorte que ce qui arrive, arrive, qu'il a fait maîtriser le jeu. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui apporte une plus-value extraordinaire à la performance d'un candidat, ou plutôt à sa prestation dans la voiture. Je veux dire, entre quelqu'un, on a l'impression que le cours du jeu a fait que, et donc ça l'a arrangé, et donc ça s'est retourné pour lui. Et quelqu'un qui vous explique, voilà, depuis le début, j'ai développé des liens avec telle personne parce que je sais qu'il est proche de un tel et donc il pourra l'influencer. En plus, m'entourer de telle et telle personne, c'est favorable pour moi dans l'optique d'un jury final, mais franchement, ça c'est un pur génie pour moi. Forcément, il va se faire adorer par certaines personnes aussi. Il va marquer les esprits comme étant
grand aventurier de koh. Donc non, il y a aussi quelque chose à y gagner, être transparent, expliquer aux gens, bah forcément, vous avez quelque chose à y gagner, vous pouvez montrer que vous êtes bon et vous pouvez vous en tirer mais largement grandi. Septième point, pourquoi les candidats ne sont pas plus là pour gagner? Alors vous allez me dire, bah, tout candidat de koh est là pour gagner, il y a quand même 100 000 € à la clé et il se donne quand même beaucoup de mal pour arriver à la victoire finale, mais non, moi je trouve finalement pas tant que ça, ou en tout cas, il l'exprime pas. C'est pareil, c'est peut-être uniquement dans la façon d'exprimer ses objectifs, on trouve beaucoup de je dois rester moi-même, qui revient souvent. Je suis venu là pour transmettre des valeurs à mes enfants. Je suis venu là pour vivre une aventure. Je suis venu là pour montrer ce que je vaux. Je suis venu là pour les épreuves. Oui, d'accord, tout ça, ça peut être des intentions parfaitement louables. Après, chaque personnalité est unique, chacun y trouve son compte en fonction justement de votre profil. Vous trouvez plus ou moins d'intérêt à koh, des intérêts divers et variés. Mais le but, c'est quand même de gagner. Le but, c'est quand même d'être l'ultime survivant. C'est quand même pas rien, ça. Et en fait, c'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui fait qu'il y a tant de gens qui veulent participer à l'émission. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui assument tout simplement d'être venus là pour gagner. Ou alors, peut-être qu'il y a vraiment des gens qui se disent « Bon, bah voilà, je vais à koh et si je vais à la réunification, ce sera bien, c'est mon objectif. » Oui, bien sûr, je comprends que ce soit quand même une étape importante, mais quand même, au fond de vous, vous devez quand même avoir l'idée de la victoire qui vous trotte derrière la tête, même dès le premier jour. Enfin, je sais pas, quand même, quand vous rentrez dans koh, vous vous dites, bah voilà, chacun a ses chances, justement, c'est ça qui est assez génial, c'est que quel que soit votre profil, vous savez que vous aurez des opportunités de tirer votre épingle du jeu, même si vous n'êtes pas très sportif, pas très bon en stratégie, un peu avec un social un peu difficile, mais ça, c'est pas important, on va dire, vous savez que les aventures sont variées, qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi, donc vous savez que vous avez une chance de victoire. Forcément, vous l'avez derrière la tête, cette ambition. Alors pourquoi ne pas le montrer? Et dans cette même optique de victoire finale, mon avant-dernier point, pourquoi est-ce qu'ils partagent la nourriture qu'ils trouvent systématiquement? Pourquoi? Bien sûr, je prenais l'exemple de Claude et ses bananes, il y a peut-être eu quelques exemples marginaux dont je n'ai pas connaissance ou dont je ne me souviens plus, mais dans l'immense majorité des cas, quand un aventurier trouve quelque chose à manger, il le partage avec les autres. Mais c'est pas obligé de faire ça. Enfin, si vous trouvez une grande quantité de nourriture, par exemple, bah, rien ne vous empêche d'en garder un peu pour vous, et puis de dire aux autres, bah, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce qu'on va se partager. Je sais pas, c'est quand même vous qui l'avez trouvé, c'est votre aventure, à la fin, il reste qu'une personne dans cette aventure, donc si les autres peuvent être un peu plus en difficulté, un peu plus faibles physiquement sur les épreuves, bah, autant en profiter, c'est vous qui avez trouvé cette ressource, donc autant que ça vous serve à vous. Ça c'est pareil, je comprends pas, il y a comme un espèce de pacte tacite qui fait que quand vous trouvez de la nourriture, vous devez absolument la partager avec les autres. Mais koh c'est pas des copains qui vont sur une île déserte, quoi. C'est un jeu hyper dur, c'est un jeu hyper exigeant où chacun se bat, chacun se donne à fond pour être l'ultime survivant. Et donc, dans cette optique, voilà, moi ça me choquerait pas du tout que quelqu'un dise bah voilà, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui ai fait l'effort d'aller chercher, donc je vais me ressourcer, et puis bon, bah, pour le côté un peu social, je vais en ramener un peu pour les autres, et comme ça, en plus d'être mieux préparé pour l'épreuve à venir, eh ben, je soigne le côté social et je passe pour quelqu'un de sympa. Et enfin, mon dernier point, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que les aventuriers ne sont pas capables de mentir à Denis, c'est la question pourquoi tout simplement Denis pose-t-il ces questions qui visent à dévoiler les stratégies? Ça c'est quelque chose aussi que je ne comprends pas. Pourquoi essayer de s'immiscer dans les stratégies qui sont en cours? Les stratégies, comme je l'ai déjà expliqué, je pense qu'elles sont primordiales pour koh, et donc il est primordial que des gens tentent des stratégies, et il est primordial pour qu'ils puissent tenter ces stratégies, qu'ils sachent qu'elles aient une chance d'aboutir. Alors si Denis met son nez dedans à chaque fois qu'il y a une stratégie, bah forcément, ça complique vachement les choses. Alors ça, c'est un peu une question rhétorique entre guillemets, parce que je pense avoir la réponse. Je pense que c'est d'ailleurs le principal problème de koh. J'ai développé d'ailleurs ce problème dans une autre vidéo. Je vous invite à la regarder si jamais ça vous intéresse, qui est que la production cherche à créer
des événements, à créer des retournements de situation un peu artificiels. Et ça, je pense que c'est peut-être bon pour le court terme, c'est-à-dire que sur une émission, ça donne une émission intéressante parce qu'on a l'impression qu'il se passe des tas de choses, mais en réalité, pour l'authenticité de l'émission, c'est pas très bon, et je pense pas que ce soit favorable. Et donc le fait que Denis pose ces questions-là, le fait qu'il essaye de modifier le cours du jeu par son intervention, moi j'ai envie de dire, mais laisse-les jouer. Laisse-les jouer. De toute façon, la structure même de koh est faite pour que les gens soient dressés les uns contre les autres. De toute façon, il se passera des trucs. Donc laisse faire et puis laisse le jeu suivre son cours, laisse les stratèges développer leur stratégie, laisse les mauvais stratèges se dévoiler eux-mêmes et puis pour moi le jeu serait meilleur comme ça.